refait la semaine. Alors on va commencer avec Dorian qui va nous parler du dollar. Alors, le dollar, ça bouge beaucoup depuis 2-3 mois. Hein, on était à 1,06, on est passé à 1,16. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça redescend, ça remonte? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'éternel sujet, effectivement, le risque de change vis-à-vis de l'euro. Et alors c'est un risque qui est malheureusement trop sous-estimé par les investisseurs particuliers, notamment français. On est même sur des variations plus extrêmes parce qu'en début d'année, on était à 1,02, c'est-à-dire que 1 euro valait 1,02 $, 1 dollar et 2 centimes. Aujourd'hui, on est à 1,18, on les a même brièvement dépassés, donc c'est une hausse de 15%. En parallèle, on a eu une hausse sur la même période depuis le 1er janvier de 7% du S&P 500. Donc l'indice, le principal indice boursier américain, est sur son plus haut niveau historique. Ce qui n'est pas intuitif, c'est que à cause de la baisse du dollar, un investisseur européen sur la période aurait perdu de l'argent. Pour donner un exemple, si un Français ou un Européen avait investi 10 000 € sur le S&P au 1er janvier, à 1,02, aujourd'hui, son investissement libellé en euros vaudrait 9 250. Donc il aurait perdu 7,5%, ce qui n'est pas du tout intuitif. Donc évidemment, la principale raison, c'est la politique de Donald Trump qui, dès sa campagne, exigeait une baisse du dollar pour relancer les exportations, réduire le déficit commercial. Puis en parallèle, donc, on a des anticipations de baisse de taux, même s'il y a toute une guerre, évidemment, en ce moment entre Powell et Trump. Mais c'est un autre sujet. Donc la baisse des taux, on rappelle en deux minutes. Quand les taux baissent dans un pays, ça a tendance à affaiblir la monnaie puisqu'il y a moins de rendement quand on place... Exactement. Et donc en ce moment, il y a cette guerre intestine, puisqu'il faut rappeler que fin 2017, début 2018, c'est tout de même Trump qui avait nommé Powell à l'issue du mandat de Janet Yellen. Et donc régulièrement, il menace l'indépendance de la Fed. Alors encore récemment, il a promis que finalement, il n'allait pas virer, il n'allait pas limoger Powell, excusez-moi, avant la fin de son mandat en mai prochain. Enfin, s'il change d'avis, ce serait quand même pas la première fois. Ce qui est très fortement possible, c'est qu'il nomme tout de même son successeur, tout en ayant un Powell qui irait à la fin de son mandat, et donc on aurait deux voix dissonantes. C'est-à-dire une Fed qui soit ne toucherait pas au taux, soit les baisserait plutôt en fin d'année, et son successeur qui dirait moi à sa place j'aurais fortement baissé les taux tout de suite. Donc concrètement, on peut craindre que le dollar continue de baisser face à l'euro. Donc pour s'en protéger, il y a plusieurs solutions d'investissement. Soit à très court terme, on a les turbos Canto qui permettent justement d'annuler ce risque de change. Ils intègrent une couverture de change dans la structuration. Exactement. Soit à moyen long terme, on a ce qu'on appelle des ETF hedgés, c'est-à-dire également couverts contre ce risque de change. Donc en fait, on se retrouve avec la performance pure, entre guillemets, de l'indice sous-jacent. Comme si un point de Standard & Poor's valait 1 euro. Exactement. Donc c'est important parce que, alors il faut quand même préciser que généralement, en particulier pour les ETF, les frais sont légèrement supérieurs à ce qu'ils auraient été sans cette couverture de change. Alors ça n'est pas une solution non plus parfaite, on a fait un papier justement là-dessus, un dossier, dans le sens où si on prend l'exemple du MSCI World, par exemple le principal indice mondial qui est pondéré à 70-75% sur les actions américaines, la performance au-delà de 5 ans est à la faveur de l'ETF classique, c'est-à-dire libellé sans couverture de change. Donc c'est une solution temporaire qui peut être intéressante pendant plusieurs mois, mais on ne vient pas forcément la garder pendant plusieurs années sur le long terme. Comment vous expliquez cette performance équivalente? C'est parce que c'est une couverture court terme ou c'est parce que les fluctuations de change finalement s'annulent? C'est les fluctuations, effectivement. Et en plus, l'exemple que je donnais tout à l'heure est vraiment un peu l'exemple extrême où j'achète en début d'année, j'achète au pire moment pratiquement et je vends également au pire. Mais tout de même, c'est un scénario qui pourrait s'aggraver. Alors dans notre cas d'ailleurs, on a au niveau de notre gestion pilotée, on voulait renforcer notre ligne action américaine. On ne l'a pas fait en début de mois précisément parce que les anticipations sont toujours à la baisse sur le dollar américain, à la fois sur la politique de Trump et sur ses anticipations de taux. Quand on regarde votre graphique là à l'écran, on voit qu'avant la performance de 15% de l'euro face au dollar vient du plus bas vers le plus haut. Oui. Auparavant, on était plutôt aux alentours d'indice, donc la hausse de l'euro par rapport au dollar est plus mesurée, elle est peut-être de 5-6% par rapport à la période troisième trimestre 2024. Effectivement, là c'est vraiment le year-to-date, c'est-à-dire ce que l'on voit depuis le début de l'année, on pourrait même dire pratiquement depuis l'élection de Trump, puisqu'en novembre on était légèrement au-dessus. Et l'autre point important, effectivement, ça va être de surveiller véritablement cette paire de devises, parce que on dit souvent qu'il n'y a rien de plus dur à anticiper que le forex, que les devises. Oui. Mais quand même ici on a, je dirais pas une certitude, mais un fort degré de confiance sur le fait que le dollar risque de continuer à baisser dans les prochains mois et pourquoi pas jusqu'au terme du mandat de Donald Trump. Alors on voit aussi sur votre graphique que finalement les investisseurs en Standard & Poor's entre octobre et décembre 2024
aurait bénéficié à la fois de la hausse des cours de l'action et aussi de la hausse du dollar. Mais donc tout ça est quand même très volatile. C'est très vrai. Alors l'inverse est également vrai pour un investisseur européen. Si on avait eu une hausse du dollar face à l'euro, donc l'inverse de ce qui s'est produit, en tant qu'Européen, on aurait pleinement bénéficié. Rubrique le coup de cœur des traders. Chacun de nos invités a 60 secondes, pas une seconde de plus, pour convaincre les deux autres de la validité d'un scénario qui va nous présenter sur une action, un indice, une devise, un métaux précieux, ce que vous voulez. Mais bon, on a déjà les informations et on va commencer par Dorian. C'est vous, Dorian. C'est moi. Commencer par Air Liquide. On attend le chronomètre. Dorian Abadi, meilleur taux placement. 3, 2, 1, c'est parti. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on cherche un peu tous des valeurs de grande qualité qui ont baissé pour les racheter à bon prix. Donc, bon, Air Liquide qu'on ne présente plus et la valeur défensive peut-être par excellence en France. On a eu une baisse de l'ordre de 9% depuis ces pics atteints, ce pic historique d'ailleurs atteint au courant avril-mai. Et donc concrètement, en ce moment, on revient sur un niveau de support majeur sur les 170-171 €, à la fois support technique de long terme, et puis cette courbe bleue qui est la moyenne mobile simple de période 200, c'est-à-dire vraiment la moyenne de long terme. Donc prix d'entrée, prix d'achat très intéressant en ce moment, avec un stop sous les 160. Alors en guise d'objectif, du plus court-termiste au plus long-termiste, on a un premier TP, un premier take profit en dessous des 180, 185. Alors sur le long terme, mais là vraiment je sors complètement du cadre du trading, on vise carrément 220 € chez meilleur taux placement. Voilà. Donc l'idée c'est de racheter à bon prix avant la publication des résultats que l'on espère évidemment positives, mais ce seront surtout les perspectives qui seront décisives mardi prochain, le 29. Merci beaucoup Dorian. Alors Mathieu, Jean-Louis, Jean-Luc Cussac, Mathieu Lebrun, vous êtes plutôt d'accord Mathieu? Alors plutôt d'accord. Après moi ça me fait penser un peu au cuivre en fait par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire que là j'irai pas en gros levier, surtout quand on a la période des publications où quand même on l'a vu, il y a pas mal de Gadin, des Renault, des ASML la semaine dernière. Personne ne sait si les chiffres seront bons. Maintenant le timing peut être intéressant, mais voilà, personnellement, moi si je devais l'acheter, ce serait plus en cash action directement, ou en tracker, ou sans forcément avoir de gros leviers, parce que pour moi on est un peu entre deux eaux, un peu comme le cuivre, donc autour des 170. Pour moi la vraie grosse zone, elle serait peut-être une dizaine de pourcents plus bas. Et voilà, on est un peu entre 185, 155. Pour moi, c'est pas le timing de l'année, on va dire, mais on reste effectivement sur un dossier qualitatif et voilà. Pour vous, la zone d'achat est plutôt sur le point bas de avril, c'est ça? Après, c'est comme toujours, c'est qu'il faut voir comment, parce que si par exemple le mardi prochain elle décroche de 10%, personnellement, je ne vais pas me précipiter pour y aller. Alors après, dans tous les cas, je serai en congé, mais au-delà de ça, c'est que ça dépend en fait. C'est que généralement, enfin voilà, après il faudrait laisser maturer. Moi, j'aime pas. C'est pour ça que je suis assez prudent là, surtout en ce moment avec la saison des trimestriels. En fait, vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est ce que j'allais dire. Non, je suis d'accord, mais prudemment. En fait, voilà, je suis plutôt d'accord. Mais après, être contre, ça voudrait dire que je serais plutôt vendeur et je serais pas vendeur non plus. Liquide. Être contre un scénario d'investissement, c'est pas être à l'opposé. Être à l'avant. Ouais, mais alors généralement. Question de timing, vous n'êtes pas favorable à ce scénario maintenant. Alors s'il y avait eu quelque chose de neutre, j'aurais opté pour le neutre. Mais malheureusement, c'est vert ou rouge. Merci beaucoup, Mathieu. Je pense qu'on a été, peut-être avec Mathieu, moi aussi, j'ai dit oui, influencé par l'idée d'ailleurs. Par le talent d'orateur de. Ça déjà, oui, ça c'est clair. Mais il a bien dit qu'il cherche un point d'entrée. Il n'a pas dit j'achète tout de suite là. Ouais. Il a dit j'achète. Et moi, si vous voulez, quand j'ai cherché une valeur, j'ai regardé Air Liquide. Et d'ailleurs, vous voyez, le point actuel, c'est le point haut du mois de juin il y a un an. Alors, on peut se dire, tiens, voilà, ça peut être une zone de pullback, l'ancienne résistance de l'époque devient un support aujourd'hui, pourquoi pas? Mais c'est vrai que pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai pas de repère proche, immédiat pour agir en cas de repli. Et en effet, se dire, bon, elle sous-performe dans une période comme celle-ci où l'optimisme était quand même assez fort, bon, il y a de quoi se poser quelques questions. En même temps, les dernières nouvelles là, qui se sont sorties, je ne me souviens plus exactement, mais il y a eu une news là, il y a 1 ou 2 jours, elles étaient favorables. Air Liquide fait des choses bien, investit, etc. Il y a, je ne sais plus, ils ont monté une usine ou je ne sais quoi. Ça se passe plutôt bien. On est assez habitué de voir Air Liquide sous-performer, c'est ça. Ouais. Alors, il faut pas paniquer. Qui avait publié, enfin, je crois que la baisse du mois dernier là, c'était sûr. Enfin, ouais.
Donc voilà, l'idée d'aller chercher, en effet, c'est pas forcément demain matin, mais se positionner. Ben, là, si on part de 160, il doit bien y avoir un turbo call 160 ou dans le coin. Ça fait un prix d'achat, on va dire, de 10% peut-être du prix global. Alors pourquoi pas, à un moment donné, si on a encore un petit trou d'air supplémentaire. Après, on n'est pas obligé, encore une fois, dans cette période d'attente des accords, d'attente de plein de choses, d'être on-off, voilà. Oui. On peut commencer doucement à accumuler sur la ligne qu'il a tracée, etc. On peut... Moi, souvent, je fais en 3... quand j'ai un doute comme ça, je fais en 3 fois. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Et quand je vends, d'ailleurs, je m'allège 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Oui. Et souvent, le 3e tiers, je laisse porter. J'attends parfois un signal de retournement. Et quand on a des belles surprises, moi, j'ai plein de valeurs, comme Engie, Compagnie des Alpes, parce que je les regardais encore récemment, je me disais, mais elles n'arrêtent pas de monter. Du coup, je les ai laissées porter, parce que j'en avais parlé ici à l'époque. Alors, j'en ai plus beaucoup, mais il vaut mieux avoir 1 tiers dans le bon sens que 3 tiers dans le mauvais, tout simplement. Donc, et l'idée, non mais... C'est simpliste comme discours. Non mais vous avez raison, mais ça s'appelle le money management. Et c'est surtout la méthode qu'on applique et qu'on s'oblige à appliquer, qui n'est pas toujours simple sur le plan psychologique. Attention, hein, moi je n'ai jamais dit que c'était facile. Mais voilà, l'idée c'est peut-être de se dire, voilà, Air Liquide c'est une excellente valeur, je vais commencer à acheter là, là et là. Moi, je retiens aussi qu'on est sur un point qui semble être stratégique. Oui, c'est... Dorian. Je rejoins ce que Mathieu disait sur le caractère prudent. Bon, faute de temps, effectivement, on a opté pour un effet de levier raisonnable, de l'ordre de 2, justement, ce qui est relativement faible par rapport à un turbo. La possibilité de le faire en cash aussi est intéressante, où là, effectivement, on peut mieux répartir le point d'entrée. Alors, c'est un peu le paradoxe de l'histoire, c'est-à-dire que c'est une valeur défensive, certes, mais on a les résultats dans moins d'1 semaine, mardi prochain, les résultats semestriels. Et en ce moment, plus que jamais, ce ne sont pas tellement les chiffres passés qui sont déterminants, c'est surtout les perspectives des groupes. Donc, outre l'accord commercial Union européenne-États-Unis, il faudra surtout surveiller mardi les perspectives du groupe. Mais on s'attend plutôt à de bonnes nouvelles venant de... C'est quand même un exercice extrêmement délicat pour les entreprises de publier des prévisions de résultats ou de chiffre d'affaires à l'aube de l'existence d'un potentiel accord ou non. Oui. Exercice. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs s'épargnent désormais la publication de perspectives. Alors ça plaît pas au marché. Pas trop. Non, c'est pas trop. C'est ça. ça marche pas non plus. C'est lourdement sanctionné. Oh, mais les investisseurs l'acceptent, ils le comprennent aujourd'hui quand même. Oui. C'est quand les guidances sont abaissées. Là, c'est sanctionné. Mais quand ils disent, bon, on va pas trop s'avancer, mais on devrait faire à peu près la même chose aussi. Bon, quand vous êtes trop prudent, vous êtes sanctionné. Il y a quand même des trucs genre Sartorius hier, où c'était confort, mais a perdu 10%. Enfin, il y a plein de choses où... et ce que j'allais dire aussi tout à l'heure, c'est que du coup, moi, l'asymétrie du risque vraiment en ce moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, même il y a SAP ce matin, c'est pas mauvais, elle perd 3 à l'ouverture. C'est-à-dire que pour acheter la veille d'une publication, moi, j'ai envie de me dire que si j'ai raison, elle peut prendre 10 ou 15%. Et à l'inverse, que si j'ai tort, elle peut perdre 20 pas prendre un drawdown. Non, mais là, en fait, c'est que après, on va gagner, ça va monter en puissance d'ici début août, les publications. Mais en gros, il y a quand même, objectivement, à l'instant T, pas beaucoup de grosses surprises à la hausse comparativement aux mauvaises surprises à la baisse. Et donc, l'idée d'acheter en amont, moi, je suis assez méfiant. Voilà. Merci beaucoup, Dorian.